Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau live aujourd'hui, 28 septembre, c'est le dernier live de ce mois de septembre. On a eu un super mois de septembre, on a eu Mehdi avec la gestion des risques et l'investissement. On a eu Enjeu Environnement sur l'aspect associatif tokenisé. La semaine dernière, j'ai fait un live spécial sur les deux blockchains Ripple et BNB. Et on finit en beauté ce mois de septembre avec Enzo, voilà, qui va nous partager différents domaines qu'il exploite et qui va nous partager aussi son projet. Et vraiment, merci Enzo déjà de prendre le Merci temps à toi, avec Karim, de nous. m'accueillir. Et on va faire, d'habitude, je fais des questions-réponses, d'habitude, des personnes aussi présentent leur projet. Mhm, Et aujourd'hui, voilà, tu vas nous présenter ton projet pour une dizaine de minutes. Et mhm, ensuite, on fera ensuite une question, j'aurai quelques questions à te poser. Et si des personnes dans le live aussi ont des questions, n'hésitez pas mhm. dans le chat. Moi, ça me convient. Super. Bonjour à tous, hein. Moi, je m'appelle Enzo Awe. Je viens d'une petite province qui s'appelle Tours. Ça fait peut-être 7 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Moi, de base, je suis un gars de la tech. J'ai commencé très tôt à m'intéresser à l'informatique, la programmation, le coding. Je craquais des logiciels. Ouais, c'est vraiment dans ça que j'ai démarré. Ce qui m'a amené à créer une entreprise. Bon, à l'époque, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais c'était plus au stade de projet. Donc, c'était une application qu'on avait conceptualisée qui permettait de valider les titres de transport avec son téléphone. Donc, à l'époque, c'était très novateur, ça n'existait pas. J'avais imaginé ça avec un ami qui s'appelle Mohamed. Et on a commencé, on négociait avec l'entreprise de transport local. Donc c'est comme ça que j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale. Mais ce même ami-là, justement, plus tard, bon, déjà, il me disait toujours qu'il voulait être banquier, il me parlait de trading, d'économie, et c'est lui qui m'a donné un peu cet intérêt pour l'économie. J'ai très vite, c'était une période où je commençais vraiment à questionner sur le monde, euh, sur, euh, sur le fonctionnement des gens. Et donc mon intérêt pour l'économie n'a fait que croître, hein, et qui dit intérêt pour l'économie dit inéluctablement intérêt pour l'histoire, hein, parce que les deux sont liés. Donc l'histoire du monde, l'histoire des hommes, c'est ça en réalité l'étude de l'économie. Donc cette compréhension du monde m'a très vite emmené à étudier ce domaine spécifique qu'est la finance, hein, à l'économie. Donc ça, je les ai tous faits, hein. J'ai fait le trading, investissement, même très récemment, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait du broking sur matières premières. Broking, vous pourrez me demander en quoi ça consiste. Je pourrais développer ça avec plaisir. Mais c'est ce qui nous a mené à créer une startup, hein, dont on parlera plus tard, qui est toujours dans le domaine de la finance. Euh, pour moi, j'ai très vite construit une vision économique, hein, à force de documentation, de lecture. Euh, j'ai très vite fait la distinction entre l'État et le peuple, hein, ce qui était les intérêts de l'État à distinguer des intérêts du peuple. Et ça m'a amené à très vite me donner l'objectif d'indépendance et d'autonomie. Quand je parle d'indépendance, hein, j'aimerais distinguer ça de termes qu'on a énormément entendu ces 3 dernières années, hein, d'indépendance financière. Non, là, je parle vraiment d'indépendance dans le sens sortir de la complaisance, de l'attentisme et de la dépendance à l'État. Quand je parle d'indépendance à l'État, pour moi, ça se caractérise, bon, je pourrais le décrire comme un processus de substitution des responsabilités individuelles au profit. Je dis au profit, hein, parce que pour moi, ça bénéficie à une caste politique, donc au profit de l'appareil politique, administratif et légal, donc qui est pour moi nuisible du fait du capitalisme de connivence. Ça aussi, on pourra en parler plus tard. Et pour moi, ce processus de substitution, il peut se caractériser ou plutôt se manifester dans divers secteurs, hein. Je peux commencer par l'éducation, par exemple. Euh, L'école de la République qui se substitue à l'éducation familiale. On peut aussi parler des religions, hein, avec la laïcité qui est pour moi une forme de religiosité qui se substitue aux religions
telles qu'elles étaient appliquées dans les périodes pré-Révolution française. Euh, cette substitution, elle peut se manifester aussi à travers la sécurité, hein. L'armée, en tant qu'institution étatique, qui vient se substituer à la défense individuelle. Donc là, ça relance aussi le débat sur le port d'armes. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Pour notre sujet actuel, la substitution de la responsabilité individuelle dans le contexte financier à la dépendance à l'État. Je vais développer tout ça. Euh, on peut parler, par exemple, de la réforme des retraites, qui a suscité beaucoup d'émoi. Pourquoi? Parce qu'en France, on est dans un système de répartition qui, encore une fois, est une forme de substitution à la retraite par capitalisation. Je vais vous expliquer la différence. Pour que vous compreniez bien, la retraite par répartition, c'est le modèle de retraite français qui est appliqué. Ça consiste à faire que les actifs actuels cotisent, les cotisations, pour les retraités actuels, donc qui eux perçoivent des prestations. Donc c'est un système qui aujourd'hui est déficitaire parce que ça sous-entendrait qu'il faudrait que le nombre d'actifs soit supérieur au nombre de retraités. Ça va de soi. Sauf qu'aujourd'hui, pour simplifier, il y a énormément de problèmes liés à la démographie, liés à la gestion des budgets et des caisses de retraite, qui ont causé justement cette défaillance de marché au niveau du marché des retraites. Tandis que la capitalisation, ça consiste à dire, vous, en tant que particulier actif, vous allez investir très tôt, hein, dès la vingtaine, vous allez commencer à travailler, vous allez mettre de côté et vous allez faire des placements pour financer votre retraite. Donc ça va nécessiter donc d'aller chercher des rendements sur des marchés financiers. Vous pouvez le faire vous-même à travers l'activité de trading ou vous pouvez passer par des sociétés qui, elles, ont l'habitude de faire ça, des family office si vous avez beaucoup d'argent ou des sociétés ou des banques traditionnelles ou des banques privées. Le private banking. Donc ça, c'est un marché qui est très développé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Donc l'éducation financière, j'ai quelques chiffres qui pourront vous éclairer sur ce que j'ai dit. Ça, c'est le chiffre, le graphique que j'utilise généralement pour vous montrer un des problèmes, une des défaillances de marché que j'observe dans le marché de la gestion d'actifs en France, c'est la répartition du patrimoine financier. Vous savez, le patrimoine est divisé entre patrimoine financier, patrimoine résiduel, patrimoine immobilier, patrimoine professionnel, etc. En France, quand on regarde le patrimoine financier des ménages, il y a 40% qui sont dans les assurances vie et quasiment la moitié dans les comptes d'épargne. Donc les comptes d'épargne, type livret A, des comptes qui rapportent peu. Et on regardera les chiffres d'éducation financière français. La plupart des Français sous-estiment en fait l'impact de l'inflation, ou du moins comprennent peu l'impact de l'inflation sur l'épargne. Et c'est vrai que ça peut être compliqué à expliquer, mais lorsque l'inflation est supérieure au rendement des placements, ça crée inéluctablement une perte. Donc il faut comprendre que il faut aller chercher du rendement en réalité, et qui dit recherche de rendement dit risque. Et le problème de diversification du patrimoine financier des Français, c'est ce qui peut aussi expliquer, selon moi, la dépendance au travail, la dépendance aux prestations et ce système un peu fermé qui colle pas du tout à ma vision libérale de l'économie. Là, j'ai quelques chiffres pour vous. Alors ça, c'est une étude qui avait été faite par l'OCDE. Donc, c'était comprendre la compréhension des ménages à travers le monde, de tout ce qui va être des thématiques d'investissement, de finances et d'économie en général. En réalité, on a tendance à sous-estimer la France. On peut penser qu'en France, il n'y a vraiment pas de culture financière. C'est vrai quand on regarde par rapport à certains pays, comme le Canada. Par exemple, au Canada, il y a énormément de compréhension des marchés financiers, des instruments financiers, des véhicules d'investissement, qu'ils soient étatiques ou que ce soit les instruments d'épargne privés. Et donc, on a attribué un score par nation. En France, par exemple, on est à 14,5%. Enfin, 14,5 sur 21. Et après, il y a un pourcentage qui est attribué sur la diversification, je vous montrerai plus tard. Donc en réalité, on est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Mais je tiens à vous montrer, par exemple, que les pays qu'on retrouve en tête, donc Canada, Suisse, bon, les USA, bon, c'est un peu différent, c'est un peu spécifique, mais même les USA, on verra en termes de diversification qui sont très élevés dans les scores,
sont des pays qui appliquent un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que chaque Américain sait que dès qu'il va commencer le travail, il va mettre de côté et il va investir. En France, tout comme au Japon, en Italie, on est dans des systèmes par répartition. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est les jeunes actifs qui cotisent pour les vieux. Donc après, on a des scores un peu plus faibles, hein. Ça crée aussi des inégalités. Pour moi, ça crée énormément d'inégalités parce qu'en fonction de la catégorie socio-professionnelle, donc des caisses de retraite, on va avoir un peu moins de revenus. Donc pour moi, ça perpétue des cycles. La solution serait davantage de valoriser le risque et la prise d'initiative. Un autre tableau qui peut expliquer mes propos, lorsqu'on regarde le pourcentage d'actifs investis à l'étranger, les Suisses, sur 100 euros d'épargne, ils vont investir 60%, donc 60 euros à l'étranger. Donc la plupart de leurs investissements vont se faire sur des obligations, des bons du trésor américain, bons du trésor chinois, des opportunités en Norvège, des métaux précieux en Afrique, au Canada. Voilà, ça va être ça leur mentalité. En France, je vous ai montré, hein, la répartition. La diversification, elle est telle quelle que 20% seulement des actifs français vont être investis à l'étranger. Euh, si ma mémoire est bonne, ça va constituer principalement des actions. Ok, ça va plus se tourner vers les actions et de l'ETF. Mais sinon, la plupart, ça va être de l'obligation, parce que c'est de l'obligation, hein, c'est de l'oblig, tout ce qui est assurance vie, même compte d'épargne traditionnel. Le Canada aussi a une bonne diversification et les États-Unis. Donc, vous voyez que le top 3 des pays dont la population investit énormément à l'étranger sont des pays qui font de la retraite par capitalisation. Tandis que Japon, Italie, France, répartition, donc moins de diversification. Après, les écarts ne sont pas non plus énormes, mais on voit qu'il y a de la marge et il y a vraiment un potentiel à aller chercher concernant les thématiques d'investissement en France. Euh, Moi, ce que je déplore principalement, c'est donc le manque de diversification. C'est sur ça que je veux axer mon observation. Euh, J'aimerais prendre l'exemple, par exemple, de la période du Covid, où vous avez pu voir qu'énormément de marchés ont fermé. Ça a créé énormément de dépendance. C'est ce qu'on appelle en finance l'exposition au marché. Ok. Un fonds, par exemple, un fonds indiciel, on en parlera, hein, Karim, on développera sur le fonctionnement des ETF. Mais un fonds indiciel, le principe, c'est d'essayer de diversifier au maximum. C'est-à-dire que vous avez un fonds, donc c'est un ensemble, un sac d'argent, et chacun de ces placements va devoir minimiser l'exposition à un même marché. Donc, si vous prenez des marchés américains, vous allez avoir dans les plus grandes entreprises cotées de l'exposition technologie, de l'information. Vous allez avoir du service, vous allez avoir de la restauration comme McDonald's. Vous allez avoir voilà, de la répartition entre les sociétés pour éviter que si le secteur de l'intelligence artificielle coule, tous vos fonds subissent une grosse perte. Le principe, c'est vraiment diversifier. Ça, moi, c'est ce que, à chaque fois, lorsque que je m'exprime sur le sujet, je mets un point d'honneur à la diversification. Parce que, un exemple, hein, l'inflation en période de Covid avait atteint 9%, si je ne dis pas de bêtises. Et on peut calculer facilement, hein, l'impact de l'inflation sur les comptes d'épargne. Ça représente en 2023 70 milliards de pertes. C'est-à-dire que vous faites un placement à 5% maximum, hein. Le livret A, c'est beaucoup moins, hein, on est autour des 2-3%. Et à côté, vous avez une inflation qui est à 5-6%. Ça représente énormément de pertes en réalité. Vous pensez que votre argent gagne, sauf qu'en réalité, à valeur nominale, hein, c'est un calcul, hein, valeur nominale, valeur réelle, en valeur réelle, votre argent se déprécie. Et ça, c'est problématique. Et ça s'explique aussi par 500 milliards, hein, ce chiffre qu'on répète depuis plusieurs années, 500 milliards qui sont dans les comptes courants à 0%. Donc des Français qui mettent de l'argent en compte en banque, mais sans fructification, hein, sans intéressement. Et ça, c'est l'équivalent de mettre son argent en espèces sous son matelas, comme on pouvait le faire avant. C'est un manque crucial d'opportunités. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la startup Levites, hein, que je vous présenterai.
qui consiste justement à permettre aux gens d'avoir accès à d'autres marchés auxquels ils n'auraient pas eu accès initialement. Donc des marchés qui ne sont pas proposés par les banques traditionnelles. Alors, je vais d'ailleurs vous parler de Levites, hein, je vais développer sur Levites. Nous, on a créé une plateforme. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est en activité, 1 an que voilà, on a commencé à s'ouvrir au marché public. Le principe, c'est simple, c'est qu'on a créé une plateforme sur laquelle vous avez la possibilité d'investir sur tout un tas de marchés. Alors nous, on a des sociétés partenaires qui sont spécialisées dans chacun de ces secteurs-là. On a des sociétés partenaires qui sont spécialisées dans les œuvres d'art, donc dans la tokenisation d'œuvres d'art. Je développerai, hein, j'ai vu que dans ton canal, Karim, tu as sorti un article sur la tokenisation des cartes Pokémon. Ça, c'est un sujet parce on a de la chance d'être dans une période où les technologies nous permettent de tokeniser des actifs. Donc la tokenisation, je vais le faire maintenant pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est que vous avez un actif, exemple carte Pokémon. Vous avez des sociétés qui regroupent énormément d'actifs, donc en l'occurrence énormément de cartes Pokémon, et qui vont permettre de détenir des bouts, des portions, des tokens de ces cartes-là, à travers un système de fonds en fait. Donc ça veut dire que vous ne détenez pas forcément, là pour l'exemple d'une œuvre d'art, vous ne détiendrez pas l'œuvre en elle-même parce qu'elle peut coûter 15 000 euros, 20 000, 50 000 euros. Mais si vous avez mis à hauteur de 1 000 euros, par exemple, vous allez détenir le pourcentage équivalent proportionnel à votre dépôt. Ça vous permet d'être exposé au marché de l'art sans avoir à débourser 50 000 euros, par exemple. Donc, nous, on a des sociétés partenaires qui sont spécialisées dans les tokenisations, que ce soit d'œuvres d'art ou de cartes Pokémon. On travaille avec une banque de l'UBAC qui est partenaire, qui elle est spécialisée dans les cryptoactifs. C'est très récent, hein, elle permet même de faire des emprunts en crypto-monnaie, elle permet de faire de l'hypothèque, de faire du mortgage. Donc, c'est très novateur. Donc, on travaille avec ces sociétés-là, pardon. Tout comme le secteur des montres de luxe. Si vous demandez à la plupart des particuliers français comment investir, être exposé au marché des montres de luxe, la plupart ne sauront pas vous répondre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans une seule plateforme, de manière simple, vous créez votre compte et vous avez la possibilité directement de choisir comment allouer vos fonds sur ces différents marchés. Donc vous pouvez décider de mettre 10% sur les œuvres d'art, 5% sur le marché des montres, 20% sur les marchés financiers, donc ça va être de l'ETF et des produits structurés, donc actions américaines et autres, Nvidia, Robinhood, etc. Et ça vous permet de diversifier très facilement. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Levites. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de diversifier pour viser d'autres marchés. Donc ce sera immobilier à travers SCPI, ce serait marché type métaux précieux. Là, on est en train de développer des partenariats dans le domaine des métaux précieux parce qu'il y a aussi énormément de rendement. Donc tout ce qui est or, tout ce qui est rubis, diamant, pétrole. Et d'autres marchés seront à venir. Donc tout ça, on l'a fait vraiment dans cette optique de démocratiser la finance, démocratiser dans le sens démocratie, donc c'est le peuple. Donc, le but, c'est de rendre accessible à tous, même des personnes qui n'ont pas forcément énormément de connaissances. Donc ça, c'est la mission qu'on porte. Et moi, je suis convaincu que dans quelques années, on va vraiment pouvoir faire que le français moyen puisse avoir accès à ces stratégies d'investissement, ces opportunités. Et pour moi, ce serait un grand projet global et ça résoudrait énormément de problèmes d'inégalité, des problèmes financiers. Et c'est vraiment la vision libérale économique que je défends. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour la présentation. J'avais une question, moi, sur le scoring au début. Oui, Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer comment il est calculé et nous l'expliquer s'il est proche de 21, est-ce que c'est un bon score? Si on est en dessous, c'est pas bon? oui. Tu- Le score, il est fait sur 21. Il est fait sur 21. Donc, en fait, il y a plusieurs catégories qui sont ciblées. Donc, on a posé plusieurs questions aux ménages économiques des différents pays. On leur a demandé leurs connaissances leur culture financière en général. On a aussi évalué leur comportement, donc la manière dont ils placent leur argent. Est-ce qu'ils placent tôt? Est-ce qu'ils passent plus tard? Est-ce qu'ils font de l'investissement, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire ils posent et ils attendent que ça monte dans le temps? Ou est-ce qu'ils sont plus dans une stratégie proactive, comme peuvent l'être les Japonais, hein? Je ne sais pas si vous avez vu
le terme qu'on a attribué aux Japonais, si je me souviens, on appelait Miss. Je sais plus, mais il y avait un terme qu'on avait attribué au ménage moyen japonais parce qu'il y avait cette tendance des Japonais qui rentraient chez eux, notamment les femmes, hein, qui rentraient chez elles et qui pratiquaient beaucoup de scalping, hein, de trading à haute fréquence sur les marchés pour combler leur fin de mois. Il y avait ces, ah, je me souviens plus du terme, mais je vous dirai si ça me revient. Donc on regarde aussi les comportements. Est-ce que dans ton attitude, est-ce que tu es un investisseur frileux? Donc c'est beaucoup d'opérations à court terme. Tu déposes, tu scalpes, tu retires. Donc c'est tous ces critères qu'on a analysés. Puis on a comparé entre les nations. Donc c'est un score sur 21. C'est bon, c'est quasiment impossible d'avoir 21 sur 21. Mais en l'occurrence, la France n'est pas si mal classée en réalité. Il faut aussi prendre en compte voilà, le pays. Les pays de l'OCDE, ils sont tous à peu près au même niveau. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus évolués, comme le Canada, en termes de culture financière. Très bien, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, hein, par rapport à toute son explication. Et moi, je voulais faire un point sur deux pays qui, pour moi, Mhm. il y a pas mal d'avenir et pas mal de choses. C'est Mhm. l'Italie et les États-Unis. Je sais pas Mhm. si tu vois un peu les chiffres économiques de l'Italie, mais je trouve qu'ils Mhm. sont, j'en ai un peu parlé aussi dans mon canal, c'est très intéressant vraiment ce qu'ils développent l'Italie, hein. Pourquoi ils ont quand même une dette super élevée, hein, l'Italie, hein, quand même. Moi, c'est un pays sur lequel je m'exposerai très, très, très peu. Il faut regarder leur note Fitch. Attends, On je va aller voir vais la note, ouais, je suis d'accord avec la toi. notation Parce Fitch que Italie. moi, Moi, je sur sais le que c'est. PIB, j'ai vu sur leur PIB, il est en train de vraiment bien prendre. Mhm. La première ministre est en train de mettre aussi en place des mesures pour ramener beaucoup d'étrangers par rapport à la fiscalité, une fiscalité, on va dire, étrangère. Mhm. Donc vraiment, ouais, l'Italie, j'ai vu Je qu'ils crois qu'ils sont en triple B, l'Italie, quand même, en notation Fitch. Donc, ça dépend de quel secteur vous voulez investir en Italie. Moi, j'investirais pas dans les obligues italiennes, hein, tout ce ouais, qui ça est reste très risqué. Ouais. Bébé, ouais, c'est. trésor. Après, dans le domaine des technologies, dans le domaine du luxe, moi, je sais que c'est pas mal l'Italie. Oui, oui, ils ont Je vraiment sais ouais, pas, on le sait, hein, c'est les concurrents de la France dans ce domaine. Par contre, moi, les États-Unis, pour moi, le secteur de l'intelligence artificielle a largement porté les marchés ces dernières années, surtout depuis l'élection Trump. Il y Ah a oui, beaucoup de restrictions, bon, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. Bon, Nvidia, il y a eu une baisse bah, qui était à attendre hein, en termes de dynamisme et d'augmentation, d'appréciation de la valeur de l'action. Mais ça s'explique, hein, plusieurs facteurs. Ça ne peut pas non plus augmenter indéfiniment. Mais c'est vrai que même vis-à-vis de leur ouverture sur les crypto-monnaies et les déclarations de Trump dans le sujet, les États-Unis, ça reste pour moi la première puissance, hein, parce que la Chine, on essaie souvent de les mettre au même pied d'égalité, mais la Chine, ça se casse pas mal la gueule quand même, dû notamment au scandale dû aux subventions à vue Evergreen hein, avec le domaine de l'immobilier. Ce sont des marchés qui sont sursubventionnés. Moi, c'est ça mon problème vis-à-vis de la Chine. Mais après, avec l'IA, si je peux faire un parallèle avec l'intelligence artificielle, bien c'est sûr. quand même pas mal parce que ce qu'ils ont pu faire avec DeepSeek, avec des microprocesseurs qui sont pas du tout ceux de la qualité d'NVIDIA, hein. On a vu l'embargo hein, sur les microprocesseurs, sur la Chine vis-à-vis des microprocesseurs, même s'ils ont pu passer par Shanghai euh, ou par le Vietnam, si je me trompe pas. Ils n'avaient pas énormément de microprocesseurs de qualité, mais ils ont pu faire quand même des modèles d'intelligence artificielle qui sont très prometteurs. Donc, imaginons ce qu'ils pourraient faire avec du matériel de plus grande qualité. Donc, ça, c'est un domaine qui est à voir. Donc, la Chine, bon, pour moi, les États-Unis, ça reste quand même l'ultra puissance de ces prochaines années, dix Bah, reste prochaines beaucoup années. d'opportunités avec Trump, ce qu'il met en place au niveau de l'IA, de la crypto. Il y a vraiment beaucoup de signaux positifs sur les prochaines années sur Trump, hein. Ouais, vision libérale américaine, moi, je vais jamais dire non, hein. C'est l'American Dream, comme on dit. C'est ça. Et j'avais une question aussi un peu plus technique sur l'économie. Toi, au Mhm. niveau des taux d'intérêt, tu as vu qu'il y a eu les Mhm. baisses des taux Ouais. ce mois-ci. Ouais.
il y en a potentiellement deux, voire trois qui arrivent. Est-ce Ouais. que ça serait forcément positif pour le marché crypto ou d'autres actifs? Ou si, à l'inverse, il y a une guerre commerciale qui continue au niveau Palestine, Israël ou certains secteurs ou d'autres facteurs qu'on a en tête qui nous feraient que potentiellement, il n'y aurait pas encore de liquidité qui arriverait dans les marchés traditionnels ou crypto, on va dire. Ouais, c'est vrai que déjà pour le 29 octobre, ouais, on a Elle est prévu prévue, hein. encore une fois une baisse des taux, hein. C'est ce que l'outil FedWatch, les différents, enfin le marché anticipe, hein, une baisse à 3,75. Je crois que Euh, ouais, 0,5. Ça ferait 4,20. euh, 3,75. euh, donc pour moi, c'est bon. Moi, d'une vision libérale, je suis jamais réellement pour une baisse des taux parce que qui dit baisse des taux dit inflation en réalité, hein. Oui, c'est Une ça, en baisse des fait. taux, C'est que c'est de l'inflation. Financer l'économie par l'inflation, je suis pas pour, mais après, dans le cas américain, parce que si on parle du dollar, c'est pas réellement un problème. C'est vrai que dans l'économie générale, bon, il y a toujours un arbitrage qui est fait, hein. C'est-à-dire que où vont être placés les capitaux dans une période donnée. Euh, Forcément, je pense que ça bénéficie au marché des cryptoactifs. Parce que bon, un dollar fort, un dollar trop puissant, de toute manière, ça va peser sur les matières premières et ça va peser sur les crypto-monnaies. c'est Parce sûr. que en termes d'arbitrage, on va toujours préférer avoir du dollar sous forme de bon du trésor de la Fed que d'avoir de l'US. Bon, l'USDT, c'est un peu la même chose, mais d'avoir de l'Ethereum un peu plus volatile. Donc je pense qu'un dollar trop fort va peser sur les cryptoactifs. Mais ça pèse surtout en général, de manière générale, un dollar fort, hein. C'est pour ça qu'on peut dire que ça ralentit un peu l'économie. Mais c'est vrai qu'avec une baisse des taux, on peut avoir tendance à aller se réfugier sur les cryptoactifs qui, eux, peuvent aller rapporter un peu plus de rendement. Mais vis-à-vis de la guerre palestinienne, israélo-palestinienne, pardon, euh, si on veut utiliser le terme guerre, euh, c'est vrai il y a une réelle opportunité, surtout sur le domaine des matières premières, hein. On a vu l'augmentation de l'or qui s'est faite sans cesse. J'avais fait une analyse sur Et Investing, le silver aussi, hein. Le silver, le l'argent a silver aussi, bien, bien pris, énormément. hein. Je crois qu'il a pris 40% ou 30% Exactement. ces derniers mois. Ouais, tout ce qui est métaux précieux, ça augmente énormément. Palladium, même chose. Euh, le domaine de l'or, c'est très spécifique, hein. Ça, c'est depuis les 30 Glorieuses, hein, on l'a vu, et puis la crise pétrolière. On sait que lors de périodes de forte instabilité, les investisseurs vont toujours vouloir se réfugier vers l'or parce que c'est la dernière valeur refuge qui nous reste parce que le dollar c'était une valeur refuge à l'époque, mais bon, petit à petit, ça a commencé à s'estomper, en tout cas dans l'idéal de l'investisseur. Mais l'or, ça reste la dernière valeur refuge qui, qui nous fait nous dire en fait que lorsque il y a une période un peu trouble, on veut récupérer de l'or, on veut avoir de l'or, que ce soit sous forme de l'ETF convertissable en or physique, hein, les deux ETF Amundi qui permettent d'avoir de l'or stocké réellement, parce qu'il faut bien faire cette distinction entre le CFD, donc tout ce qui est contrat financier, forwards basés sur les sous-jacents qui peuvent être de l'or, du silver et autres. Et là, c'est pas vraiment de l'or que tu détiens, donc c'est-à-dire que si ton broker il décide de pas te donner de l'or, tu peux rien faire. Et la détention, à contrario de la détention d'or physique, comme j'ai dit, hein, de l'or sous forme de TF, qui là permet de donner une réelle sécurité. Donc ça, c'est le premier avantage de l'or, c'est vraiment la sécurité qui est inhérente même à cette matière première. Et il y a aussi le facteur dollar, hein, comme j'ai dit, un dollar qui baisse, c'est énormément d'échanges qui se font du coup en or dans le monde, hein. Donc si le dollar est plus faible, ça veut dire qu'il y a plus de dollars en circulation, et avec ce dollar-là, tu peux acheter plus d'or. Donc forcément, je pense qu'il y a une opportunité dans le domaine des matières premières avec tout ce contexte-là, et évidemment des crypto-monnaies, parce que, bon après c'est un peu plus instable, mais on a vu aussi l'augmentation de l'Ether, Ethereum, il a bien pris, hein, ouais. ouais, ouais, ça faisait plaisir à voir. Ah oui, il y a Et certaines personnes dans la commune qui sont très fans d'Ethereum. Là, on était ouais, il y très. avait des belles bougies là. Donc si
tu fais une petite allocation supplémentaire sur de la matière première, donc tu diversifies un peu gold, silver, euh, palladium, et que d'un autre côté, tu augmentes ta diversification sur les crypto-actifs, je pense que ça peut être pas mal en termes d'opportunités. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et justement, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Mhm, Je sais que toi, voilà, avec ta plateforme, vous faites aussi beaucoup mhm, d'actifs réels. mhm, Cet aspect-là, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui commence par rapport à la tokenisation? Est-ce qu'il faudrait mhm, plus passer par vous qui font une plateforme ou un mhm, débutant vraiment qui a des difficultés dans tout ce qui est investir dans la crypto ou dans d'autres domaines, d'aller directement chez les entreprises pour investir par exemple de l'or tokenisé, des mhm, Pokémon tokenisés, des montres ou de faire un peu avec ta plateforme, exemple, on met 20% sur un ETF carte Pokémon, 20% directement 100%, sur ouais. l'or. On va dire, qu'est-ce que tu peux nous préconiser, même s'il n'y a pas de conseil en investissement, bien sûr. Mhm. Oui, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la tokenisation, c'est trouver une entreprise qui tokenise, ça peut être complexe. Ok, ça peut Pas être évident. complexe. Ouais. Souvent, ils vont vous demander des tickets d'entrée élevés. Par exemple, on a des entreprises qui font de la tokenisation sur les œuvres d'art. Les œuvres d'art, on l'attribue pas au capital financier, mais au capital résiduel. Donc, c'est tout ce qui va être biens d'antiquité, œuvres d'art, biens de collection et autres. Donc, ça aussi, c'est une partie du patrimoine français qui est à hauteur de 5%, je crois, 5 à 10%. Euh, c'est euh, c'est très élitiste, hein. C'est beaucoup des riches, des family office, voilà, qui développent ces stratégies parce qu'il y a aussi euh, un intérêt d'optimisation, enfin, un enjeu d'optimisation fiscale et ouais, toutes ces stratégies financières, des montages. Donc l'or, c'est très intéressant. Enfin, pardon, les œuvres d'art, c'est très intéressant pour cet aspect-là. Et les cartes Pokémon, c'est tout ce qui va être dans l'investissement culturel, hein, le divertissement. C'est moins courant, c'est plus niche, mais ça aussi, il y a des opportunités de rendement, il y en a qui gagnent énormément avec ça. La, la tokenisation, c'est un concept qui est essentiel, hein, dans la finance moderne. C'est quand tu représentes numériquement la propriété d'un actif réel, ça veut dire que tu ne le détiens pas réellement. Ça veut dire que tu dois passer par une entreprise de confiance qui, elle, va détenir l'actif, qui va le stocker pour toi, forcément, et qui va pouvoir le redistribuer. Donc, le plus souvent, c'est sous forme de blockchain. Ok. Donc, le plus simple pour moi, c'est de passer par des entreprises qui permettent de tokeniser. C'est-à-dire trouver une entreprise qui va et tokeniser dans l'or, et tokeniser dans le- les matières premières, qui va tokeniser aussi dans les œuvres d'art et autres, ça peut être compliqué. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a directement ce lien avec les partenaires qu'on a déjà présélectionnés. Ça veut dire qu'on sait la manière dont ils tokenisent, donc la manière dont ils utilisent la blockchain pour tokeniser, mais on maîtrise aussi le rendement, parce qu'il y a aussi cet intérêt de rendement. Le but, c'est pas juste qu'on tokenise pour tokeniser, c'est aussi qu'il y ait un rendement derrière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une liste de partenaires pour chaque domaine et on regarde lesquels euh, répondent le mieux à cet enjeu de rendement. Donc, le but, c'est de gagner quand même, et aussi la manière dont ils vont tokeniser, la fiabilité, la manière dont c'est stocké, etc. Et faire ces recherches-là, ça peut être long, silent pour chacun des particuliers qui souhaiteraient investir. Et nous, on a pré-mâché ce travail-là. Mais après, ça dépend de quelle thématique tu parles. Si tu parles des cartes Pokémon, trouver une entreprise qui tokenise dans les cartes Pokémon, c'est possible. Après, en France, c'est un peu plus rare. Il faudra trop chercher du côté du Luxembourg et autres. Ça peut prendre du temps. Euh, le mieux, quitte à faire soi-même, je pense que c'est d'économiser. Et si l'intérêt, c'est vraiment de l'investissement culturel, autant acheter les cartes Pokémon soi-même, tu vois, et se créer sa petite collection, tu vois. Si c'est de l'investissement, ouais, comme je dis, culturel et de passion, l'investissement de passion. Ouais, ou investir Le but, directement auprès des brokers.
des Ouais, exactement. or ou l'actif qu'on veut réellement, plutôt que Ouais, chercher de la exactement. Il y a plein liquidité, de chercher de marketplaces l'ETF. de cartes Pokémon où tu peux acheter tes cartes Pokémon, tu choisis toi-même, etc. Tu as plus de contrôle dans ce domaine-là. Là, là, je parle vraiment si on est dans un investissement de passion. Si le but, c'est le rendement et donc de bénéficier derrière d'une expertise financière qui va faire la due diligence sur l'entreprise qui propose ce mécanisme de tokenisation et également cet intérêt de rendement, c'est mieux de passer par notre boîte, hein, parce qu'on travaille avec des CIF qui, eux, vont se charger de faire toutes les enquêtes préliminaires, la recherche de rendement. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher des gains. Donc là, c'est mieux de passer par une entreprise financière comme nous. Mais généralement, trouver cet équilibre entre le rendement, la recherche d'opportunités financières et l'investissement passion, et donc la tokenisation, souvent, trouver cet équilibre, ça peut prendre du temps. L'avantage, c'est qu'on fait tout ça, mais sur plusieurs marchés d'un coup. C'est ça que je dirais. Ça marche. Voilà, j'ai fait un petit schéma pour expliquer un peu les ETF. Ça, bon, c'est un Mhm. peu lié aussi au tokenisé. Je vais partager mon écran. Euh, Tu me dis si vous me dites dans le chat, hein, si vous voyez bien ou si tu vois bien. Mhm. Voilà, j'ai un peu représenté les différentes opportunités qu'on peut faire avec les ETF. Vous avez les ETF par métier. Vous pouvez trouver des Mhm. ETF spécialisés dans l'immobilier. Il y a la tech. Il peut y avoir des ETF IA, blockchain. Ça peut être le quantique. Ça peut être la cybersécurité. Ça peut être l'aviation, un domaine que vous aimez. On a des ETF qui sont faits aussi par pays. Si vous voulez Attends, pardon, je cherche ton écran. on m'a dit, je crois, dans le chat, Dan voit. Donc tu me dis si tu vois pas. Ok, attends. Peut-être couper le tien. Attends, je regarde si. Ouais, attends, je vais couper le mien. Ok, là je vois mieux, ouais, c'est bon. Tu vois bien? Ok. Mhm. Genre, on disait ETF par métier. On a les ETF par pays. Ça peut être indice boursier. Ça peut être par rapport à un secteur. Par actif. Donc là, c'est là où il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez les ETF par entreprise. Ça peut être aussi les indices boursiers. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Un peu comme le système de tokenisation. Plutôt que vous détenez l'actif par vous-même, ça va être le courtier, la banque, ça peut être une plateforme qui va vous demander d'investir votre investissement et à la place, va vous donner une réplique de l'actif. C'est un peu ça, un ETF, c'est une réplique d'un actif qui va copier la performance de l'actif. On a les cryptos, on a le ETF Bitcoin là, qui a été fait depuis l'année dernière. On a beaucoup de Grayscale, Vanguard, des fonds d'investissement qui ont créé leur propre ETF. Ethereum, il y en a eu un qui a été fait là. Là, on a courant octobre des validations d'ETF pour Ripple, XRP, Solana, Dodge, il y en a un, il me semble, qui a été fait là, un même coin mi-septembre. Mhm. Et après, on a un ETF aussi, les ETF qui sont faits par les matières premières, avec l'or, l'argent, le silver. Si vous avez des doutes ou des difficultés, vous pouvez aller sur TradingView. Vous allez Mhm. ici sur ETF, et là, vous mettez fonds. Voilà, on est plus là sur fonds, et là, vous filtrez. Mettez ici, imaginons vous les ETF US, et là, vous avez les ETF par action. On a un ETF, là, Gold, un ETF SP 500, les 500 plus grosses entreprises. On a des ETF, on va regarder par rapport au minage de l'or, par rapport au real estate, c'est l'immobilier. Voilà, les ETF vraiment vont vous permettre une diversification qui est très forte. C'est l'objectif du live aussi Ouais. d'aujourd'hui, hein, de vraiment diversifier. C'est assez important. On est dans des marchés qui a des crises, hein, que ce soit crise haussière, baissière, économique, mais forcément, qui dit crise dit opportunité. Il y aura un domaine qui va exploser. Donc, si vous êtes sur trois activités, trois domaines, trois pays différents, vous avez une probabilité que votre domaine va être impacté. Et là, après, vous avez par type. Vous voulez les ETF? Est-ce que vous voulez plus des fonds mutuels? Là, ça va être plus Mhm. assurance mutuelle. Je sais pas si tu connais un peu, Enzo, les fonds mutuels et trusts. Ouais, les trusts, là, c'est une stratégie. Pour ça, il faut un peu plus de fonds. Bon, c'est des montages financiers, hein, mais c'est vrai que c'est utile. Les trusts, pour certaines zones économiques, c'est pas mal.
Ouais, après, c'est comme tu as dit, hein, n'hésitez Pour pas aussi. commencer, l'ETF, c'est le plus simple, hein. Je suis C'est le d'accord plus avec toi. simple. Sachant que, je sais pas si tu l'as précisé, mais c'est ça aussi la distinction que je faisais quand je parlais des comportements, la distinction entre tout ce qui va être investissement proactif, hein, donc c'est-à-dire chaque jour faire de l'analyse économique, de l'analyse fondamentale, technique, vraiment aller chercher les rendements, euh, et la différence avec l'investissement père de famille qui lui consiste à déposer ses fonds et d'attendre. Déjà, on sait une chose statistiquement, c'est que les investissements, enfin les actifs risqués gagnent mieux sur le long terme. Donc plus l'actif est risqué, plus la temporalité d'investissement doit être élevée. Ça, on le sait. Et deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, tu as des fonds indiciels. C'est-à-dire que tu as un SP500 qui va te rapporter du 15 à 20% annuel sans avoir à trop arbitrer manuellement. Ça veut dire que même s'il faut arbitrer, tu arbitres entre deux trois fonds de préférence. Moi, j'ai des fonds de préférence, hein. Après, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais il y a des MAC Awards, comme tu l'as dit, donc les pays émergents. Il y a du SP500 qui rapporte beaucoup. Il y a d'autres domaines comme ça, la défense qui rapporte. Euh, Ça te rapporte du 15 à 20% automatiquement sans avoir à réellement avoir une énergie mise dans la recherche, dans la due diligence et autres. Donc pourquoi mettre son argent en banque ou pourquoi aussi se fatiguer avec du scalping? Donc ça, c'est le petit débat que je pourrais lancer avec tous ceux qui sont partisans du trading à haute fréquence et autres. Ouais, ça en a beaucoup connu hein, dans certaines Mm, communautés ou bon, des communautés qui c'est du voilà, spécialisé en trading plus mm, scalping ou intraday. Mais comme tu as dit, c'est les questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez, comme il a expliqué, faire une gestion proactive? Là, vous analysez les marchés, c'est vous qui faites vos performances. mhm, À risque, c'est vous qui serez responsable. Ou à l'inverse, faire un peu comme un père de famille ou n'importe quel investisseur. On investit et on mm. laisse le long terme. Ça peut être 5%, 10%, 15% l'année. Ça peut être. On est plus sur ces eaux-là pour les ETF et actions. Et voir après sur le court, moyen, long terme, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir vos objectifs. C'est important aussi de voir l'horizon de temps. Parce que vous êtes plus sur des ETF sur du 5 ans, 10 ans, 15 ans, quelques années. Les activités aussi. Comme il a dit, prenez du plaisir par passion. Vous faites les cartes Mm. Pokémon, les montres. Les cryptos, quand même bien. C'est vraiment trouver des domaines qui vous plaisent. Et après, ça peut que bien se passer avec la diversification. C'est ça qui est top. C'est tout à fait ça. Diversification, moi, c'est vraiment le mot d'ordre. Ici, la plupart de ton audience, ils sont plus dans quelle thématique d'investissement? C'est les cryptoactifs, l'immobilier? Est-ce qu'il y en a qui font un peu d'IMO? Dites-moi dans le chat, alors, quels sont vos secteurs, vous, dans vos activités? Est-ce que vous êtes plus dans l'immobilier, plus la crypto, Bah, pour ma plus des part, actions? je suis en crypto et aussi action et Ok. assurance vie avec quelqu'un qui gère, on va dire, plus le côté des assurances vie. Ok. Crypto, assurance vie. IMO, c'est via SCPI ou c'est via quoi? Euh, En fait, j'ai mon oncle qui fait de la gestion patrimoniale Mhm. et chaque mois, je suis vers 50 et après, il diversifie dans différents domaines, sachant que ça, on y a vu ensemble Mhm. quand j'ai commencé avec lui à investir. Ok. Ah bah, l'immobilier, c'est top aussi en termes de. Bah, c'est aussi une autre. De toute façon, il faut de tout. Moi, je dis qu'il faut. Le but, c'est quand on me demande, oui, mais est-ce que c'est risqué? Le but, c'est pas de prendre aucun risque. Le but, c'est d'avoir un peu de risque éparpillé. Et à côté, tu as de la compensation avec de l'IMO, comme tu as dit, qui est safe. L'IMO, c'est assez safe. L'assurance vie, c'est Mhm. assez safe. Le but, c'est pas d'être anti-assurance vie, anti-livret A, tout. On peut avoir de l'argent stocké en banque, avoir un peu d'IMO, avoir un peu d'assurance vie, et d'à côté d'aller chercher d'autres rendements. C'est ça l'intérêt aussi, la diversification. Euh, Vous avez des questions dans le chat? Dites-nous avant qu'on termine sur ça. N'hésitez pas vraiment à nous donner vos activités, vos domaines, vos actifs. N'hésitez pas aussi à la fin du live ou pendant le live à liker, commenter, partager la vidéo pour maximum de pubs pour moi, pour Enzo aussi. Mhm. Il a pas pu on n'a pas pu faire une démonstration de la plateforme. Tu m'as dit qu'elle était en maintenance. Vous pouvez aller sur le compte Insta Je vais vous l'écrire dans le chat. Tu peux nous le mettre dans le chat, Insta, voilà. ouais, Compte Insta Insta de. Divides. Bon, ça, on n'a pas développé parce que c'était pas le sujet, mais là, je vois NBA et Alexis, par exemple. Nous, on fait beaucoup d'événements, hein. On a fait le NBA Paris Game.
deux fois. On a fait le Ballon d'Or, on y était là, je sais même plus quand c'était, le temps passe trop vite, je crois que c'était à 5 jours, non? On a fait C'était le Ballon lundi d'Or, dernier. on y était l'année dernière aussi. Donc on fait beaucoup d'événements, on participe. On a fait Paris FC, parce que à force d'avoir des partenaires dans plein de domaines, dans le domaine bancaire, ça nous permet aussi d'amener des clients ou des actionnaires dans des événements. Et ça donne une autre visibilité, une autre façade de la finance aussi qui peut être intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'on a pu faire Je sur vais le compte partager Instagram. l'écran, comme ça je vais leur montrer un peu la Ok. plateforme. Voilà, vous voyez l'écran normalement. Voilà, ici, vous voyez, donc là, c'est le compte Insta, hein. Vous voyez ici différents événements qu'ils font. Ils ont fait l'UNESCO. euh, ils ont pas mal de partenaires aussi. Qu'est-ce qu'on peut montrer? On va aller voir plus les réels, non? Enzo, on va regarder. Ouais, les Reels et les Events aussi. Voilà, là, c'était le Ballon d'Or. Ah, ça, c'était Ballon d'Or l'année dernière. L'année dernière, les matchs Ah, ça, c'était en ouais, Real Madrid-Lille en VIP. Champions League, d'éducation par rapport à la retraite, Mhm. Ah, bah, Jacques dans Attali, les qu'on connaît événements. bien, Voilà, ouais, dans ici. la partie événements, c'est là où il y a la part des events qu'on a fait. Voilà, le Real Mhm. Madrid, les associés. C'est très, très diversifié. Voilà, c'est ça Mhm. qui est bien. Ils ont des événements Roland Garros investissement, et autres, hein. collaboration. C'est ça qui est top. Mhm. Je viens de partager en rapide sur le chat ce que je parlais avant, donc un peu en immobilier, les énergies, technologies, actions internationales et fonds euros. La répartition de comment que Merci. c'est fait avec Oui, l'assurance vie oui. avec mon oncle. Oh, là, c'est une bonne diversification. C'est bien réparti. Énergie alternative, tu entends quoi par ça? Attends, je retourne sur le contrat. C'est Immobilier viager. J'en ai hmm, entendu parler des viagers, hein. Ouais, j'entends beaucoup aussi dans les agences de immobilières. Ah, Mhm. hmm. Bah, à mon avis, c'est tout ce qui est énergie alternative, c'est tout ce qui est hydrogène, Mhm. ce qui est Ah, alternatif à ce qu'on connaît. ouais. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience. J'ai laissé pendant 2 ans un certain montant sur les. Bon, c'était un ETF Green Energy ou Energy Clean, quelque chose comme ça. Donc, c'était sur les énergies renouvelables et autres. Et franchement, ça performait pas. Pourtant, j'avais discuté avec mon conseiller financier par rapport à ça. Mhm. Il m'avait prévenu hein, que tout ce qui est renouvelable, etc., ça performe pas trop. Et j'avais tenté pour voir tester cet ETF-là, mais bon, c'était pas fameux, tout ce qui était énergie green et autres. Mais je sais que l'énergie en général, de toute manière, ça fonctionne. Bah, après, c'est plus énergie fossile là, qui fonctionne. Mais sinon, fonds Oui. euro, etc., tout ça, ça va. Action Mhm. internationale, c'est bien. Ah Bah, oui, t'es un peu dans les c'est. stats. Ah, International, 25%, t'es autour de la moyenne, enfin, des statistiques. Enfin, t'es un peu au-dessus, ouais. mhm. Bah là, c'est le contrat que j'ai avec mon oncle. Ouais. Comment on a décidé d'investir avec 50 euros par mois. Et là, ça fait, pour te faire un petit détail, depuis fin 2022 que j'investis. Donc novembre 2022 à maintenant. Ok. Ah, Non, c'est c'est intéressant. Ouais. c'est intéressant. Est-ce que vous avez des dernières questions dans le chat? Sinon, moi, voilà, on va couper juste l'enregistrement. N'hésitez pas, voilà, ceux qui regardent le replay, merci à vous. Gros septembre qui est terminé. Et si vraiment vous avez des questions ou des domaines, vous voulez contacter Enzo, vous nous Mhm. tenez au courant.